Alors, il y a des choses importantes. Waouh. Il y a quelque chose que moi, j'étais en train de suivre. Mais, on va revenir ici d'abord pour que vous compreniez ce que c'est. Une attaque a ciblé l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad. L'assaut survenu dimanche soir aux alentours de 21h à Barkaram, une île située dans le département. On va écouter. Attendez, je vais revenir en Une arrière. attaque a ciblé l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad. L'assaut survenu dimanche soir aux alentours de 21h à Barkaram, une île située dans le département de Kaya, province du lac, à environ 10 km de la frontière nigériane, a coûté la vie à une quarantaine de soldats, dont le commandant de régiment. La présidence de la République a confirmé cet affrontement meurtrier, déplorant les pertes humaines au sein des forces de défense et de sécurité tchadiennes. Alerté, le président Mohamed Idriss Déby Itno s'est rendu sur place tôt lundi matin, rendant hommage aux soldats tombés, apportant son soutien aux blessés et exprimant sa solidarité envers ses frères d'armes. En sa qualité de chef suprême des armées, le président Déby Itno a annoncé le lancement de l'opération militaire Haskanit pour traquer les assaillants et les repousser au-delà des frontières tchadiennes. La présidence a tenu à rassurer les populations de la région et les forces de sécurité de l'engagement du chef de l'État à protéger l'ensemble du pays contre ces incursions. Alors, maintenant, vous devez savoir ceci. Que s'est-il réellement passé au Tchad, à Keïta? Affaire de Tchad là, ça a quoi à voir avec AES? Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand vous déconnectez une réalité d'une réalité, c'est que vous n'avez rien compris de la politique et vous ne savez même pas ce que c'est que la politique. Vous ne pouvez pas déconnecter ce qui se passe en ce moment au Tchad de la réalité. On veut nous faire croire que c'est Boko Haram. C'est pas ça? Ben, j'ai une information que j'ai reçue hier aux environs de quelle heure? C'était à quelle heure hier? Aux environs de 4 heures du matin, comme moi je dors pas vite. J'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Il y a une information, on dit Elon Musk a acheté la compagnie Apple. Là, les téléphones iPhone, là, il a acheté. Bon, vrai ou faux, je sais pas. On va voir ça après. Je ne sais pas, il y a tellement de sujets dont je voudrais développer, mais je vais m'arrêter ici d'abord. On va revenir ici. On va revenir là, parce que c'est important. Ici, c'est important. On va revenir. Il faut qu'on écoute bien ça. On me dit, attendez, hein, je vais revenir rapidement. Je vais revenir. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Voilà, ici. On va revenir ici. On va écouter ça. On va écouter. Faites monter le mercure, je vous en prie. On va écouter. On va écouter. J'espère qu'on pourra écouter. Oh là là, lui, hein. Bon, je vais me balancer sur ce réseau-là. Je vais quitter rapidement sur ce petit réseau puis venir ici. Rapidement, hein. D'ici là, partagez pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Cheikh Oumar Keïta, je vous en prie. Ok? Dans 20 secondes, je vais rapidement nous connecter ici. On va sortir ici là parce que moi, quand il y a trop de conneries dedans, je suis pas content. Alors ici, voilà, ici, on va revenir là. Oh là là. Donne-moi une seconde, hein. Ça me tue, mon truc était... Ouf. Alors, on va aller rapidement, voilà. On va rapidement revenir encore ici. Voilà. On va reprendre.
avec ses agents de la Direction générale de la sûreté extérieure qui ont été identifiés au Sahel opérant justement sous de fausses identités. L'information largement relayée par les médias locaux des pays membres de la Confédération de l'AES met en lumière des espions français de retour au Sahel à travers un réseau complexe utilisant de fausses organisations non gouvernementales comme couverture pour leurs activités, le mode opératoire, la fourniture d'équipements militaires et d'importantes sommes d'argent aux terroristes, aux groupes armés terroristes. Mais qui sont-ils réellement? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Prenons cet élément de nos confrères de la télévision nationale nigérienne. Vous m'écoutez. Et comme quoi, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Ainsi, après l'épisode de Guyozo Thomas et ses compagnons de Mali Amérique, Ravanou Stéphane et Berdon Gaël, de Rissa Boula et de Moussa Moumouni, un ex-conseiller du régime déchu, et d'autres agents des renseignements français ont fait leur entrée en scène. Arnaud Julien positionné au Bénin, Bata Nicolas et Belhost Grégory au Tchad avec des va-et-vient au lac Tchad, Anne-Marie Gigal au Nigeria avec des va-et-vient à Sokoto, des fois Florent, David Juliette et Hutte Ludovic au parc W côté Bénin, auxquels s'ajoutent d'autres Français entrés au Niger sous des fausses nationalités et enregistrés sur des vols non destinés au Niger au nom d'une ONG étrangère. Leur stratagème découvert, ils ont été expulsés du Niger. Ils ont jeté leur dévolu sur 3 zones pour atteindre leur objectif. La zone du lac Tchad, où ils ont laissé du matériel à Karamga, qu'ils ont ensuite déplacé à Argila à cause des inondations. Toujours dans cette zone, les Français ont donné 100 millions de francs CFA aux terroristes Boko Haram qui opèrent dans la zone pour les laisser s'installer dans les différentes îles et à terme de 100 millions de francs CFA à Boko Haram pour leur permettre de s'installer dans ces régions-là. La question, vous allez dire, ah, comment cela est-il possible? Cela est bien possible, mes amis. Si vous savez ce qui se joue, cela est très bien possible. Alors pourquoi? Vous vous rappelez de la sanction, de la sentence de la justice américaine contre la cimenterie Lafarge en Syrie. Vous croyez que c'est la première fois que les Français payent des groupes terroristes pour pouvoir opérer librement? C'est pas la première fois. Ils l'ont fait en Syrie. Ils l'ont fait même en Ukraine. Même quand on leur demandait de quitter la Russie, on a vu leur double jeu. Juste, je vais me limiter à la Syrie. Quand les Américains ont découvert que l'État islamique bénéficiait de largesse financière de la France, vous vous rappelez de la sanction la plus... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est l'une des sanctions les plus élevées que le Trésor américain a imposées à une entreprise occidentale. Je ne sais pas, 700 ou bien combien de milliers. Vous connaissez à peu près. Et c'est par rapport à ça que quand le petit Macron est venu au pouvoir, il a voulu se venger. Il a commencé à taxer les entreprises américaines. Donald Trump lui a dit, tu es en train de commettre une erreur, tu ne sais pas à qui tu as fait. Quand Trump a imposé des taxes de 200%, 500% sur les produits français, tout de suite, la France a abandonné son projet et dit qu'elle va se rallier aux décisions de l'Union européenne. Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient s'amuser à Donald Trump. C'est une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas Donald Trump. Parce qu'il y a des domaines sur lesquels il ne s'amusera jamais. Alors, comprenez ceci. La France paye Boko Haram, et cette fois-ci, c'est la DGSE, 100 millions pour permettre à Boko Haram de les laisser exercer librement leur politique de déstabilisation. Boko Haram, qui a besoin de financement, n'a fait qu'applaudir parce que Boko Haram finance ses achats d'armes par les prises d'otages.
Et si vous venez leur donner 100 millions, c'est du pain béni. La question fondamentale et légitime que chacun peut se poser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? La France a-t-elle réellement donné les 100 millions? Je vous le dis sans l'ombre d'un doute. Si la France a été capable de payer à des centaines de millions de francs chaque mois l'État islamique pour permettre à la France de vivre sur le sang des Syriens dans une guerre, cette France est capable de faire plus de 100 millions à Boko Haram. Je vous ramène tout simplement en Syrie pour vous amener à comprendre que la France est capable de faire pire que ça. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une situation que M. Keïta, Cheikh Oumar, votre serviteur, je l'avais dit, j'avais prévenu le Tchad. Est-ce qu'on prend conscience quand Keïta parle? Est-ce qu'on écoute quand Keïta parle? J'ai dit que le Tchad est la prochaine cible. Ne crois pas, petit président, petit caca, que Macron est allé adouber ta candidature. C'est pour que tu sois la chose de la France. Tu sois le pion de la France. Et c'est le même petit caca Dibi qui, au moment de la passation de la présidence du G5 Sahel, il a refusé d'organiser le sommet pour que Assimi soit président du G5 Sahel. Et c'est au regard de ce manquement au test du G5 Sahel que le Mali a décidé de se retirer du G5 Sahel. Le G5 Sahel avait pour objectif officiel, mais objectif officieux, nous le savons très bien, c'était pour déstabiliser, c'était pour mettre un pistolet à la trempe de nos présidents, dans le duc de nos présidents. Faites ce qu'on vous demande ou on tire sur vous. Donc le G5 Sahel, en plus du franc CFA, en plus de la MINUSMA, allait être un instrument pour nous imposer la volonté de la France. Nous sommes sortis. C'est le même président Dibi qui a refusé et qui a toujours tenté de nous ramener au G5 Sahel. On a dit c'est fini, c'est terminé, tu te fatigues, tu perds ton temps, on n'ira pas. Et quand Dibi a compris qu'on était sincère, et quand Dibi a compris qu'on a commencé à mater les terroristes, et que désormais c'était plus le Mali seul, le Burkina a rejoint les rangs, le Niger est rentré dans l'alliance, tout de suite le Tchad a été isolé. Et Dibi a commencé à réfléchir sérieusement. Où se trouvent les terrains de mon peuple? Est-ce que le Tchad peut aller contre ces trois pays? Et mieux, le Maroc rentre dans la danse et offre ses services aux trois pays, à l'Alliance des États du Sahel. Et puis regardez, c'est pourquoi j'ai dit à nos pays, ne faisons pas confiance au Maroc. Emmanuel Macron a vu que le Maroc est en position de force par rapport à l'Algérie. Je mets une petite parenthèse. Alors, comme Keïta, c'est le chef des parenthèses pendant cette directs, Emmanuel Macron est allé au Maroc. Il y avait un divorce entre le Maroc et la France. Et la France avait perdu sur tous les fronts. Au Sahel, en Algérie. La Côte d'Ivoire, la France ne sait pas dans quelle sauce elle sera mangée demain. Donc la Côte d'Ivoire est un État hypothétique. On ne sait pas. Mais le Sénégal, déjà, on sait. Les deux ennemis jurés de la France, c'est ceux qui sont au pouvoir, même si on n'apprécie pas ce qu'ils font, mais on se dit que la France aura de sérieux problèmes avec son co et son frère. La France perd le Tchad. Waouh. La France perd du coup 3 pays, le Tchad, le Sénégal. La France va où? Alors il y a une hypothèse qui reste, la Côte d'Ivoire. Mais comment récupérer le Tchad? La France dit, ah, j'ai de sérieux problèmes aussi, j'ai de sérieux doutes avec l'Algérie. Qu'est-ce que je dois faire? Avec l'Algérie, qu'est-ce que je dois faire? Avec l'Algérie, qu'est-ce que je peux faire? Ça ne va pas. Et surtout, quand Macron a vu le président algérien rencontrer Assimi Goïta en Chine et a vu l'Algérie retourner sa veste et demander aux rebelles de quitter le territoire algérien, vrai ou faux, c'est Dieu seul qui sait, mais la France a compris tout de suite qu'il y a un message qui est là.
il sera difficile désormais pour la France, pardon, de passer par l'Algérie pour essayer de nous déstabiliser. Puisque l'Algérie a besoin des ressources du Niger. L'Algérie a besoin de transiter son gaz par le Niger. Est-ce que l'Algérie croit réellement que le Niger sera un allié pour l'Algérie et risquer la stabilité de l'AES? Est-ce que le Niger va jouer à ce jeu? Jamais. Donc, donne-moi une seconde, hein. Je vais reprendre ici. Donne-moi une seconde, je vais sortir, là, je crois que je vais revenir ici parce qu'on est en train de me fatiguer là. On va reprendre rapidement, là. Alors. Donc, comme je le disais, voilà. On a été interrompu sur Facebook et puis j'ai dit Facebook sur YouTube. On va attendre que ça voilà. Donc soyez les bienvenus encore au niveau de YouTube. Là, on a été interrompu, donc on va continuer. Alors comme je disais, la France a un sérieux problème. D'accord? La France perd le pied avec l'Algérie. La France perd l'AES, Mali, Niger, Burkina. La France perd le Tchad. Observez bien ce qui se passe. Aujourd'hui, on va vous amener à un niveau beaucoup plus élevé, à une compréhension beaucoup plus élevée. On va pas trop parler des États-Unis, mais on va vous parler uniquement de l'AES, de la France et du Tchad, ce qui se joue dans le Sahel. Je vous ai toujours dit que le Sahel, qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, le Sahel sera le point de départ de cet ordre nouveau. Et la France aujourd'hui a tous les problèmes du monde. L'arrogant petit français, pédé, mal élevé, dévergondé et pervers, appelé Emmanuel Macron, assez stupide et idiot pour marier sa propre grand-mère. Je me pose la question, quand il regarde Brigitte là, qu'est-ce qu'il voit? La femme, c'est pas une insulte, mais soyons honnêtes. Est-ce que moralement, une femme qui est âgée plus que vous de plus de 40 ans, comment vous envisagez, un avenir avec une personne? L'âge, je le dis, moi, l'âge n'a pas trop d'importance. Mais quand vous regardez la femme qui a donné tout ce qu'elle avait, sa jeunesse, sa beauté, et maintenant là, qui est plus proche de la tombe que jamais, qu'est-ce qui est bon en elle qui peut vous satisfaire, vous, en tant qu'homme, satisfaire votre libido en tant qu'homme? Parce que quand tu maries, quand tu la regardes là, tu es là et puis ton cœur danse comme ça. Tu luttes avec toi-même. Souvent même tu es pressé, tu dis, attends, les enfants n'ont qu'à aller vite dormir là. Moi j'ai besoin de ma femme. Et quand tu regardes Brigitte comme ça, est-ce que c'est une idée comme ça qui peut traverser ta tête? Je suis un homme, garçon pile. Donc c'est les questions que je pose, ce sont des questions légitimes. Donne-moi une seconde. Les questions que je pose, ce sont des questions légitimes. N'importe quel homme au monde veut le dire là. Pourquoi Dieu a fait de la femme un mystère pour l'homme? C'est à cause de ça. Alors, voilà l'idiot, maintenant, il a commencé à avaler ses crachats. L'Algérie ne m'aidera pas. Les Américains, il y a une incertitude avec l'élection de la marionnette Kamala. Il y a une forte probabilité que Donald Trump gagne les élections. S'il gagne les élections, la guerre en Ukraine s'est terminée. S'il gagne les élections, les Américains un peu partout dans le monde, il va les rapatrier. Alors, est-ce que nous, ça va nous arranger? Quelle sera notre position? Il regarde la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je peux faire avec un pays où il y a une probabilité d'instabilité en 2025? L'Algérie, je ne peux pas compter sur l'Algérie. Raison pour laquelle la justice française, parce que l'attaque, soi-disant attaque de Boko Haram sur le Tchad, avant cela, que s'est-il passé? La justice française s'intéresse au costume du monsieur. C'est pas l'argent de votre papa, c'est pas l'argent de votre maman. Bâtard que vous êtes. Vous les soi-disant juges bien mal acquis, maudits à mille fois. Bâtard tous les juges de la France. Maudits bêtes que vous êtes. Quand vos présidents demandaient l'argent à nos présidents là, Oumar Bongo a financé les campagnes. Oufou Boye a financé campagne. Bédia a financé campagne. Babou a financé campagne.
Ouattara finance campagne, même si je l'aime pas, il a fait quand même. Blaise Compaoré a financé comme bâtard de juge que vous êtes en France. Pourquoi ça, c'est pas un sujet pour vous? Alors, nous, notre argent, s'ils ont volé, c'est notre problème, c'est à nous de leur demander des comptes. Vous voyez votre problème qui est dedans. Alors, maintenant que c'est compliqué, ils disent le costume du gars, ça coûte cher. Donc, aux États-Unis, je prends un exemple. Dick Cheney, Bush, il provoque une guerre. Vous, justice française, pourquoi vous n'allez pas demander des comptes à Bush pour avoir provoqué la guerre de l'Irak? On dit arme de destruction massive, on n'a rien vu. Qu'est-ce que vous avez fait? Bâtard que vous êtes. Alors, c'est l'Afrique qui est votre terrain de jeu, c'est-à-dire, c'est vous qui allez nous accueillir. Vous voyez jusqu'où va cette malhonnêteté, jusqu'où va cette indécence morale, cette décadence politique. Des juges même ont été instrumentalisés avec option de bien mal acquis à travers des ONG dont on a parlé ici. Les ONG dont on parle dans l'élément. Quelles sont ces ONG-là? Ce sont les ONG qui sont financées par la France. Des ONG montées de toutes pièces par la France. Et ce sont ces ONG-là qui portent plainte contre nos présidents. Bien mal acquis. Bâtard que vous êtes. C'est votre argent. C'est l'argent de vos papas. C'est l'argent de vos mamans. Imbécile que vous êtes. Nous, là, s'ils volent, c'est à nous de nous plaindre. Parce que s'ils veulent qu'il est au pouvoir, nous, on n'est pas pressé. Le juge sera plus au pouvoir, là. Nous, on va le juger. S'il n'est pas là, les gens qui étaient avec eux, là, on va les juger. Vous voyez votre problème dedans. Donc, on dit que le monsieur achète une chair de costume. Premier problème. On savait tout, c'est parce qu'il est immature. C'est parce que il n'a pas sérieusement appris aux côtés d'Idriss Déby. Déby l'avait formé pour être président, ça on peut le dire. Puisque dans la confidence, c'est ce que les généraux ont fait. Ils lui ont proposé le poste de Déby. Parce que Déby l'avait formé pour ça, contrairement aux autres enfants de Déby. Mais l'erreur qu'il a faite, malgré que Déby l'a formé, il y a des éléments qui ont échappé au petit. Quels sont ces éléments-là? Qu'il ne faut jamais faire confiance à la France. Il aurait dû comprendre que quand Macron est venu adouber sa présidence pendant les funérailles de Déby, c'était un signe. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Peut-être qu'il venait d'être président, il était novice, mais il devait s'attendre que le jour où il va dire autre chose, ils vont l'attaquer. Et dès l'instant où la justice française a commencé à s'intéresser à lui, il devrait comprendre tout de suite qu'il y a un problème. Et là, il aurait dû faire beaucoup attention. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, j'ai toujours dit dans mes interventions que le Tchad ne sera pas épargné. J'ai toujours dit que Boko Haram sera manipulé contre le Tchad. Et d'ailleurs, quand nous avons demandé le retrait des forces françaises du Niger, et qu'ils disaient qu'ils voulaient aller par le Bénin, et que les autorités se sont opposées, on les a accompagnés jusqu'à la frontière tchadienne. Et c'est de là, je crois qu'ils devaient aller au Cameroun ou ils devaient aller quelque part d'autre. Mais c'est là que ça devient intéressant. Écoutons la suite. Déclarer la zone victime des famines afin de permettre ainsi aux ONG qu'ils ont créées d'intervenir et de faciliter l'approvisionnement en armes de toutes les îles sans attirer l'attention. Au Nigeria, la forêt de Sarma et le parc W côté Bénin sont les deux autres zones de leur installation où ils forment et arment les terroristes. Les Américains, à qui Patrice Talon a demandé de créer une base militaire à Kassa, dans la commune de Alibori, non loin de Peplan, Agadem, Cotonou, ont écrit au Bénin pour exprimer leur inquiétude concernant l'interaction avec les forces françaises. Une manière pour les Américains de confirmer la présence de ces forces françaises dans cette partie du Bénin proche du Niger. Alors que Patrice Talon a toujours nié leur présence, voilà que les Américains dévoilent leur présence de façon intelligente. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, pourquoi la multiplication de bases françaises
Quel est l'objectif? Que recherche? Parce que jusque-là, ils n'ont pas trouvé la solution pour déstabiliser nos États. Rappelez-vous la dernière rencontre que nous avons eue, le Grand Regard, je crois que c'était le jeudi, où nous avons dit que nos États deviendront des pays. D'ailleurs, si j'ai le temps, je vais aborder. Vous voyez que au Burkina, au Niger, au Mali, surtout Burkina, Niger, le Mali c'est pas beaucoup, mais le Burkina, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés sont en train d'être construites au Niger et au Burkina. Mais alors que ces pays ont des problèmes énergétiques. Réfléchissons ensemble. Cette maquette du centre, comment on appelle ça, des affaires de Ouaga qu'on nous a présenté, je crois 300 milliards. Vous croyez que l'électricité là va quitter où? Vous croyez qu'en payant l'électricité à la Côte d'Ivoire, on peut entretenir un tel centre? Non. Le Niger, il y a toutes sortes aujourd'hui d'entreprises qui sont en train d'être créées au Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sources d'approvisionnement de l'énergie, les sources d'énergie, déjà on a trouvé une solution par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos pays vont devenir des réservoirs d'opportunités, des réservoirs d'emploi, comme la Chine et l'Inde, je me limite à ces deux pays, où les sociétés viendront investir massivement. Tout compte fait, on n'a qu'à être réaliste. Vous croyez, attends, je donne un exemple. Pourquoi beaucoup parmi nous, on va en Europe, aux États-Unis, pourquoi? C'est vrai, l'opportunité est là, mais quand le salaire surtout, quand on vous donne $100, quand vous faites la transaction, ça vous fait 50 ou 55 000. Quand on vous donne 100 €, ça vous fait à peu près 65 000. Mais le salaire minimal en France, c'est à peu près combien? Ça tourne autour de 1000 €, 700. Donc, prenons même 500 €, c'est 500 € même. Si vous prenez 500 à 600 €, quand vous faites la conversion, cela vous fait à peu près 66 à 400 000, à peu près 400 000 francs. Et là encore, c'est pas vrai. Mais est-ce que vous imaginez réellement quelqu'un qui fait le travail de nettoyage en France, qui reçoit peut-être 600 ou 500 €, à peu près 400 000 francs CFA. Est-ce que vous croyez réellement, pour quelqu'un qui va travailler dans une entreprise créée ici, vous croyez que le salarié là, il sera, s'il a 250 000 déjà, c'est énorme. Même nos pays ne payent pas à 400, 500 000. Ce sont les cadres supérieurs qui sont payés à 400, 500 000. Vous comprenez? Donc, en créant ces entreprises-là, peut-être que le salaire maximal pour ceux qui vont faire, non, 1200, mon ami, c'est pas ça. Celui qui n'a pas papier, comment il va avoir 1200 € toi aussi? Donc, quand vous faites ça, c'est-à-dire que, ceux qui font le travail manuel là, dans les entreprises. Donc, c'est pas ça. Si ils ont trouvé ces 150 à 200 000 dans les entreprises, ils n'auront pas plus de 200 000 francs. Alors, avec moins de 200 000, ça veut dire que quoi? Vous êtes payé quoi? Vous êtes payé à moins de peut-être 200 ou 300 €. Mais les gens vont venir investir pour vous donner un salaire de 200, 300 €. Vous donnez un salaire, ça ne lui coûte absolument rien de payer un fonctionnaire, un travailleur de son usine à 300 €. Il ne perd rien. Et à 300 €, nous on dira que wow, c'est énorme, c'est beaucoup. Mais lui, ça ne lui coûte rien. Le même salaire qu'il va payer en France, 1500, 1200, supposons qu'il paye à 1500 €. Mais lui, il vous donne 300 €. Regardez combien il gagne. C'est comme ça que les hommes d'affaires qui investissent et réfléchissent, je vous en prie, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Si je dois prendre 100 employés, les 100 employés, si je dois payer même à 1000 €, 1000 €, voilà ce que ça me fait. Mais 1000 € en Afrique, j'ai pas besoin de payer quelqu'un pour 1000 €. Si la trouille, c'est 300 €. Donc déjà, vous faites un gain de 700 € par travailleur. Multipliez ça par 700. Multipliez ça par 12. Vous multipliez ça par 100. Vous faites un gain de 700 €, multiplié par 100 et multiplié par 12. Voilà ce que vous gagnez par an si vous investissez en Afrique, dans le Sahel. C'est comme ça ils réfléchissent et c'est comme ça qu'ils vont venir investir chez nous. Parce que l'énergie est moins chère, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Ça, c'est pas nous qui imposons ça, c'est comme ça, c'est la réalité. Ça,
Ce sera ainsi les 10, 20, 30 prochaines années. C'est à partir des 50 prochaines années que déjà le Mali aura développé, le Niger, le Burkina aura développé un autre système qui permettra de dire que nos employés dans nos usines ne seront plus payés à 200, 300 euros, mais minimum à 1000 euros. Ce jour viendra, mais pas dans l'immédiat. Peut-être dans 50 ans. Mais dans l'immédiat, les gens ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'amortir. Ils ont besoin de travailleurs moins chers. Ils ont besoin d'énergie moins chère. Mais c'est chez nous ici qu'ils pourront tout avoir. Voilà pourquoi je dis. Et quand ils viennent, ils payent un travailleur d'usine à 200 000. Mais c'est énorme. Quelqu'un qui n'espérait même pas avoir un salaire de 30 000 francs, de 50 000 francs. Le SMIC, 65 000 francs peut-être. Tu lui donnes 200 000, 250 000. Mais attention, sa vie change tout de suite. Sa vie change tout de suite. L'économie, il y aura un boom économique. Le mode de vie va changer. La mendicité va disparaître. Tout de suite, il y aura un niveau de vie tout de suite. Et c'est comme ça que nos autorités réfléchissent, je suppose, et c'est comme ça que ceux qui viendront investir sont en train de réfléchir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces entreprises sont en train de voir le jour au Niger et au Burkina, parce que l'énergie est là. Le temps de finir de construire leurs entreprises, les différentes centrales énergétiques pour la production de l'électricité sera déjà terminé. En construisant ces entreprises, on fait une projection de 2-3 ans. Sur les 2-3 ans, la construction des centrales nucléaires pour la production d'énergie sera déjà terminée. Donc, on termine et puis on coïncide avec ça. Et l'énergie sera moins chère. Voilà comment nous, on va s'en sortir. Donc, quand on revient à la question du Tchad, la question du Tchad, mais elle est simple. Il a cru que lui pouvait jouer un double jeu. La France croyait pouvoir s'appuyer sur Dibi pour nous déstabiliser. Et nous avons dit à Dibi, si tu fais franc jeu, on est ensemble. Mais si tu veux faire un double jeu, ça ira mal. Et je crois que Dibi a compris, il a tiré les leçons et il a allé pour un franc jeu. Et le franc jeu n'arrange pas la France. Le franc jeu ne fait pas plaisir à la France. C'est pourquoi eux, ils ont commencé à le dénigrer. Et puis deux, ils ont commencé à orchestrer les attaques. Et ça, c'est Boko Haram, ce n'est pas terminé. Les groupes rebelles, ceux qui ont tué son papa, à défaut de réussir avec Boko Haram à déstabiliser le Tchad par l'action de la DGSE qui est dans ces régions dont on vient de citer les lieux, ils vont commencer à activer la rébellion tchadienne, celle qui est à l'origine de la mort de Dibi. Et il allait au front, le président. Il dit qu'il va rester jusqu'à ce que l'opération aboutisse. La DGSE est implantée un peu partout. Vu que nous, on les a chassés, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas opérationnels. Voilà, quand le Tchad a demandé à travailler avec nous dans la sécurité commune, c'était par rapport à ça. C'est ce que nous avons vu venir et on a dit au président, tu joues un jeu dangereux. Tu ne sais pas qui est Macron. Et Dieu merci, Macron a montré au président Dibi qui il est. Le Bénin croit être protégé. Le Nigeria croit être à l'abri. C'est pourquoi j'ai vu hier, c'était hier, le Nigeria a passé de nouvelles commandes. Et là, c'est rigolo. Regardez, le Nigeria a commandé l'achat de 34 avions de guerre, les avions de guerre, là, 34. Mais vous croyez que c'est avec qui le Nigeria a acheté ça? Ni avec les États-Unis, ni avec l'Angleterre, ni avec l'Allemagne, ni avec la France. Mais avec qui? Avec l'Italie. Allez-y, regardez. Ils viennent de commander pour combien de milliards de dollars, là, je crois. C'est un peu beaucoup. Ils ont commandé 30. Et vous savez que le grand Nigeria n'avait en tout et pour tout. Vous savez que le Nigeria n'a même pas 50 avions de combat. Et puis les avions de combat que le Nigeria a, ce sont des vieux avions de combat.
J'ai dit, mais des vieux avions de combat. C'est avec ça qu'on dit que le Nigeria est la première force militaire de la CEDEAO. C'est avec ça qu'on dit que le Nigeria est le premier pays contributeur de troupes au sein de la CEDEAO. Mais quand j'ai regardé le point des avions de combat du Nigeria, j'ai dit, mais le Mali seul peut anéantir l'armée du Nigeria. Au regard de ce que j'ai entendu, c'est officiel, au regard de ce que j'ai lu, au regard des achats, parce qu'ils ont dit qu'ils veulent le renouveler. Donc, je crois qu'ils ont eu une histoire de 30 ou bien 20 avions de combat. Donc, ils ont commandé 34 et la livraison sera dans les premiers mois de 2025. Vous pouvez imaginer que le Grand Nigeria n'a même pas 100 avions de combat. J'ai dit, mais 100 avions de combat, ils n'en ont même pas. Et puis on le considère comme puissance. Donc, ce qu'on a toujours dit du Nigeria, sans le savoir, on avait toujours raison. Le Nigeria ne peut pas faire le poids devant l'AES. Les avions que les trois pays-là ont réunis, on n'a même pas 80 millions. Le Nigeria a plus de 100 et quelques millions. Donc ça veut dire que nous trois réunis, on a plus d'avions, on a plus d'équipements que le Nigeria lui seul. Vous savez, les gens, ils font la grande gueule, ils n'ont rien. Alors, si le Nigeria est comme ça, qu'est-ce que vous croyez que la Côte d'Ivoire est comment? On a vu Ouattara qui a loué le matériel français, le matériel de la 43e Pima installé en Côte d'Ivoire. C'est leur blindé, ils ont pris, puis ils ont fait défiler avec le dernier défilé. Les Ivoiriens ont parlé de ça. Il y en a même là, on les a arrêtés, on les a mis en prison à cause de ça. Donc la Côte d'Ivoire même n'a pas d'armement. C'est la grande gueule. Si le grand, quand j'ai regardé ça hier, je ne croyais pas à mes oreilles. J'étais obligé de revisionner 3 à 4 fois pour être certain que j'ai bien entendu. Et les avions dont dispose le Nigeria ne peuvent même pas aujourd'hui faire un combat. C'est les avions qui sont déconnectés, qui sont gâtés, qui sont là-bas. Avec une telle puissance, on dit le Nigeria est une puissance. Mais le Nigeria n'a rien. N'a rien. Moi, je crois que l'intimidation qu'ils faisaient par rapport à leur intervention au Niger, ils se sont rendus compte que si on fait ça et que les gens ils font décoller leurs avions sur nous là, on n'a pas moyen d'arrêter, on ne peut pas intercepter, on n'a pas de moyens. J'ai compris. C'est en regardant ça que j'ai compris. Après mon direct, rentrer dans YouTube et puis dire Nigeria, achat d'avion avec l'Italie. D'accord? Vous allez trouver la vidéo. C'est pas une seule vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont fait des interventions là-dessus. Vous allez retrouver et puis ils vont vous donner la liste. Vous allez voir le nombre d'avions dont dispose le Nigeria aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on nous fait croire. Alors donc, ici au Tchad, nous, personnellement, j'ai interpellé. J'ai dit c'est dangereux. J'ai dit c'est pas bon. J'ai dit c'est mauvais. J'ai dit il y a risque. J'ai dit que c'est mal agi. Le président Dibi, je lui ai dit, apprête-toi, ton tour arrive. Et aujourd'hui, 40 militaires tchadiens ont été tués sauvagement avec le commandant des troupes. Si vous voulez, on les a liquidés. Et je profite de mon micro puisque beaucoup de soldats me contactent. Beaucoup d'officiers supérieurs, des sous-officiers de nos forces armées, beaucoup m'appellent pour me parler, pour me féliciter, pour m'encourager. Je vais leur dire ceci. J'ai toujours dit, ne baissez pas la garde. Nous sommes dans un moment crucial de notre histoire. Si vous baissez la garde, vous allez vous faire du tort. Dormez seconde. Je dis, si vous baissez la garde, vous allez vous faire du tort. Ne baissez pas la garde. Ne baissez jamais la garde. Soyez vigilants. Vous vous rappelez, j'avais dit que désormais, au regard des risques terroristes auxquels nous sommes confrontés, il est bon d'installer des bases et de faire de véritables bases et de protéger ces bases-là, parce que ce sont des hommes, ce sont des êtres humains, ce sont des soldats qui seront dans ces bases. Mais quand vous regardez l'attaque qui a eu lieu,
Et puis vous regardez la base tchadienne qui a été attaquée. Moi j'ai dit, Boko Haram a eu pitié même d'eux. Sinon Boko Haram allait les égorger tous. Mais le camp n'a même pas un minimum de sécurité. C'est-à-dire, vous venez là, vous rentrez dedans. Ce sont des cabanes qu'ils ont fait avec du bois. Et puis ils ont mis la paille en haut. Mais comment des militaires, l'État tchadien peut dire qu'il n'est pas capable de construire une base puisqu'il s'agit d'assurer la souveraineté frontalière, assurer la frontière. Et moi, j'ai du mal à comprendre que Dieu merci, Assimi Goïta est en train de faire un travail fantastique dans ce domaine. Des bases militaires, de véritables bases militaires sont en train d'être construites au Mali. Beaucoup de bases militaires. Véritablement des bases militaires. Et chaque base militaire a une piste de décollage. Une piste en même temps comment on appelle ça, des casernes, des dépôts d'armes. C'est-à-dire, les drones peuvent, de ces bases-là, les drones peuvent décoller, les hélicos peuvent décoller et les avions de chasse peuvent. Donc, chaque base aura un certain nombre d'avions de chasse, d'hélicos et de drones. Donc, toutes les bases seront autonomes. Mais quand vous regardez le Tchad, là où j'ai regardé le président depuis l'arrivée, je cherchais à voir au moins un bâtiment en dur. Un bâtiment construit en dur. Je n'ai pas vu. Mais c'est facile que Boko Haram vous égorge comme des boutons. Est-ce que les Tchadiens ne peuvent pas comprendre ça? Où est-ce qui est compliqué de loger convenablement des soldats? Nous voulons travailler avec le Tchad, mais pas à n'importe quel prix. On ne peut pas demander à nos soldats d'aller au Tchad, alors qu'au Tchad, il n'y a même pas un minimum de sécurité pour les soldats tchadiens. Alors que ce sont des vétérans dans la guerre contre la rébellion et le terrorisme. Aujourd'hui, le Tchad a besoin de notre soutien. Malgré les refus des autorités béninoises de le reconnaître. Dans la poursuite de ces actions de déstabilisation, la France est même en train de construire 2 super camps militaires au Nigeria, à Gigani et à Garinkata, tout près de Ilela, à partir desquels seront approvisionnés en équipement militaire les terroristes de la forêt de Sarma, puis ceux de la zone des 3 frontières. À cet effet, une autoroute logistique de Kandi à Sokoto est prévue. Toutes ces manœuvres ont pour but d'attaquer simultanément des localités déjà ciblées dans les 3 pays de l'AES. Mais c'est déjà connu et les 3 chefs d'État de l'AES sont déterminés à y faire face. La quête de la souveraineté dans cet espace est un processus irréversible. J'ai bien aimé l'attaque. Alors, vous voyez ce que la France est en train de faire, parce que l'AES, qu'on le veuille, qu'on le refuse, dans le monde aujourd'hui, nous sommes les seuls dans cette région, y compris la Russie et l'Alaska, à disposer d'autant de ressources naturelles dans notre sous-sol. Je peux vous dire que toute l'Afrique réunie, aucun pays ou aucune région ne peut dire qu'elle dispose ou qu'elle dispose, que ce soit le pays ou la région, de plus de ressources naturelles que l'AES. Même le Grand Congo, même la Guinée, ne dispose pas d'autant de diversité en qualité et en quantité de matières premières, de matières énergétiques enfouies dans le sous-sol comme le Sahel. Le Burkina n'a pas révélé ses secrets, puisque le Burkina et le Mali ont été classifiés comme des vieilles femmes à la ménopause, d'où rien de bon ne peut sortir, d'où rien de bon n'existe à l'intérieur. Nous ne sommes pas Brigitte Macron, une vieille femme à la ménopause. Nous ne sommes pas Brigitte Macron, la dévergondée, la dégénérée, ménopausée. Non. Nous sommes la jeune belle fille africaine avec plein d'atouts, avec plein de possibilités, avec une fertilité imparable. Une fertilité en matière première, une fertilité en ressources naturelles, une fertilité en ressources énergétiques.
Nous sommes cette jeune fille vierge qui dispose d'autant d'atouts qui n'a jamais été exploré. Non une vieille femme comme Brigitte Macron, dévergondée et ménopausée. Non, nous sommes riches, véritablement riches. Et ça, le monde ne le savait pas. C'est pourquoi on a dit que la Guinée était un scandale géologique. C'est pourquoi on a considéré le Congo comme étant l'un des pays les plus riches en Afrique. Mais la belle jeune fille du Sahel, l'AES, n'a jamais été explorée. Car sa virginité est intacte. Voilà la réalité qu'on ne sait pas. Alors, cette richesse vient d'être aujourd'hui révélée à la face du monde. Les réserves gazières, pétrolières, énergétiques, en uranium, en lithium. Et le Mali, qui a modifié, vous vous rappelez, je vous avais dit aussi à l'époque, que ceux qui ont mal lu le nouveau code minier de 2023, je crois, qui n'avaient pas compris, qui ont mal interprété. Vous avez vu le ministre de l'économie et des finances, Sanoussi, je crois. Vous avez vu que le Mali a renégocié cette histoire de lithium-là. On ne viendra plus exploiter le lithium et puis le sable mettre dans, comment vous dites ça, dans les, comment vous dites ça, et les choses, comment vous dites ça même? Donnez-moi le nom, vous êtes là, vous me regardez, je suis en train de me perdre dans mon latin là. Donnez-moi le nom. Où on met les trucs des camions là, les bateaux, on met oh là là, où on met les voitures dedans là. Donnez-moi le nom, je vous en prie. On met les voitures dedans et puis on met dans le bateau, on la met ici là. Le nom c'est quoi? Batilit Neba là. Le nom c'est quoi? C'est pas citerne, c'est quoi? Non, ce sont les, wow. Ok, on reprend les gars, c'est pas un problème, on continue. Ils veulent interrompre le direct, mais on va pas leur laisser faire. Alors, comme je le disais, ici au Mali, l'exploitation du lithium a été renégociée par Assimi Goïta. Et puis le code minier, je crois, de 2019 ou de 2017, je sais pas trop, a été modifié en 2023. Donc, désormais, dans tous nos 3 pays, aucune ressource naturelle ne sortira à l'état brut. Aussi bien l'or qui sera raffiné, le pétrole sera raffiné, soit en carburant, c'est-à-dire en gaz ou en goudron ou en essence, sans plomb. Le lithium sera transformé ici, donc le lithium ne sortira pas. Conteneurs, merci beaucoup, conteneurs, merci beaucoup les gars, conteneurs, voilà, c'est ça que j'ai cherché, les conteneurs. Donc, on ne mettra plus, c'est-à-dire, on va prendre le lithium et le sable, on met dans les conteneurs, non, c'est fini, on fera plus ça. Il y a les usines de traitement qui seront là. Donc, toutes les entreprises, c'est-à-dire la batterie même sera fabriquée au Mali. Donc, toutes les entreprises qui vont intervenir dans la fabrication de la batterie seront implantées dans la région de Bougouni. Donc, on fait l'extraction du lithium, on le filtre et les différentes étapes de la production seront là. Et ça, c'est très, très génial parce que c'est la région de Bougouni, c'est la population de Bougouni et les environnements. C'est eux qui vont bénéficier, les emplois directs, c'est eux. Et c'est la même chose dans tous les 3 États. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui a été mise en place. On ne fera plus comme par le passé. On fera les choses différemment et de façon précise. C'est à cela qu'il faut remercier vraiment nos autorités qui voient juste, qui voient grand. Il faut leur dire merci, il faut leur tirer le chapeau. Et quand on revient sur cette attaque de Boko Haram, le Tchad est une victime collatérale. Le Tchad est un État rebelle. Le Tchad est un enfant rebelle. Le Tchad, il faut lui donner cocota. Le Tchad, il faut le cogner. Le Tchad, il faut le frapper. Parce que le Tchad a refusé. Le Tchad qui avait accepté de ne pas accorder la présidence du G5 Sahel à Assimi Goïta. Le Tchad qui a été l'envoyé
de la CEDEAO. C'est le Tchad là qui on a cru qu'il allait être l'élève docile de la France. Ce Tchad là qui dit non, trop c'est trop, vous nous avez suffisamment volé, exploité, désormais, nous voulons voir les choses autrement. Il faut du gagnant-gagnant. C'est pourquoi quand vous écoutez les gens parler, nos relations, ce n'est pas une relation paternaliste, c'est du gagnant-gagnant. Et quand vous regardez dans les faits, l'application sur le terrain, tout ce qu'il dit, c'est du verbiage creux. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de correct qui sort dedans. Parce que le Tchad a décidé désormais de prendre son avenir, son destin en main. La France a décidé de frapper le Tchad pour lui donner des leçons. Si le Tchad est sincère, si le Tchad veut cette collaboration, l'AES sera prête à accompagner le Tchad, à soutenir le Tchad dans cette lutte contre le terrorisme, parce que nous avons déjà une certaine expertise. Le Tchad, à la demande de la France, est venu soutenir le Mali dans des moments difficiles. Je ne crois pas que le Mali va s'opposer à ce que les forces spéciales de l'AES viennent en aide aux autorités tchadiennes si celles-ci jugent utile de nous faire appel. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, et le président Déby a dit quelque chose que je voudrais revenir là-dessus. Il semble qu'il s'est passé sous silence. Il a dit que le Tchad va poursuivre Boko Haram jusqu'en dehors des frontières tchadiennes. Le Tchad se trouve entre le Nigeria et le Cameroun. Est-ce que le Tchad va poursuivre Boko Haram jusqu'au Nigeria ou jusqu'au Cameroun? Je pense que dans l'intérêt des deux pays cités, le Cameroun et le Nigeria, et je suis sûr que les autorités françaises feront tout pour que Tinubu s'oppose à une telle initiative. Mais ce sera dans l'intérêt du Nigeria. Quoi qu'il en soit, tout pays qui va décider d'accorder une partie de sa souveraineté à la France en permettant à celle-ci d'implanter des bases chez elle, ce pays-là doit s'attendre à payer le revers de la médaille. Oui, je dis bien que ce pays s'attende à payer le revers de la médaille. Parce qu'une chose est certaine, une chose est claire. Vous ne pouvez pas entretenir une relation avec la France dans l'intention de déstabiliser d'autres pays et croire que les éléments que vous utilisez pour vouloir déstabiliser ce pays-là ne vont pas se retourner contre vous-même. Et vous allez voir que quand nous allons commencer à mater dans tous les sens ces rebelles, ces voleurs, ces criminels, ces terroristes, les premières personnes visées seront les camps militaires français, américains, et pourquoi pas ces pays-là qui ont prêté main forte à ces pays-là. Je l'ai toujours dit, je maintiens ma position. Elle est non négociable. Le terrorisme sera vécu dans le Sahel. Mais le terrorisme tel que pensé va se retourner contre les instigateurs, contre la France, contre le Bénin, contre le Nigeria. Le terrorisme ne va pas seulement se limiter au Mali. Dire que, comme le Mali nous a chassés, quand vous êtes un terroriste, seul Dieu peut vous sauver d'une manière ou d'une autre. Et ils savent qu'ils ne trouveront plus le repos chez nous. Les terroristes, puisque c'est différents groupes, comment vous le dites dans un français simple, les groupes terroristes se rivalisent. Il y a une certaine rivalité entre eux. Donc, la rivalité souvent entraîne des attaques directes entre différents groupes terroristes. Quand ils seront chassés du Mali, du Niger, du Burkina, c'est-à-dire de la zone sahélienne, ils seront obligés de trouver un point de chute, un pays de destination. Est-ce que ce sera le Ghana? Le Ghana a déjà commencé à subir les effets du terrorisme. Est-ce que ce sera le Nigeria? Le Nigeria est plein dans le terrorisme avec Boko Haram. Est-ce que ce sera la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce sera le Sénégal? Est-ce que ce sera la Guinée?
Est-ce que ce sera le Bénin, le Togo, ou est-ce que ce sera le Tchad? Parce que forcément, ils vont devoir choisir un autre endroit où aller, où s'établir comme nouvelle base. Ce sera plus dans le Sahel. Peut-être de temps en temps, ils vont tenter de revenir poser telle ou telle action, mais ils seront plus établis chez nous comme base. Ils vont désormais chercher autre. Mais comme ils savent que le Nigeria est un pays désordonné, mal géré, peut-être avec beaucoup Arabes, ils vont faire des petites querelles de gauche à droite, et puis ils vont chercher à s'installer quelque part dans une autre forêt aussi du Nigeria, et puis plein. Dans tous les cas, s'ils ne peuvent plus venir chez nous, ils vont dire que la France les a trompés, la France les a manipulés. Ils vont se révolter contre la France. Je répète, ils vont se révolter contre la France. Et ça, c'est une certitude. Ils vont se révolter contre la France. Et se révolter contre la France, c'est quoi? En se révoltant contre la France, ils comprendront tout de suite qu'ils ont été manipulés. Ils comprendront tout de suite qu'ils ont été trahis. Ils comprendront tout de suite que la France leur a fait de fausses promesses. Ils comprendront tout de suite que ça peut pas aller, ça peut pas aller, ça peut pas aller. Mais ça ne pourra pas aller parce que l'AES ne permettra à aucun groupe terroriste d'avoir l'AES comme base arrière du terrorisme. Ça n'arrivera pas. On a connu cette époque-là parce qu'on n'avait pas les moyens militaires de les chasser. Aujourd'hui, nous avons les moyens militaires, nous avons l'engagement et la volonté politique de les chasser. On va le faire. Mais forcément, ils vont chercher à s'installer quelque part. Est-ce que ce sera le Ghana? Est-ce que ce sera le Togo? Est-ce que ce sera le Bénin? Est-ce que ce sera le Nigeria? Est-ce que ce sera le Tchad? Mais le Sahel sera leur cimetière. Le Sahel sera leur arrêt de mort. Le Sahel sera leur condamnation. L'AES, Ibrahim l'a dit, on ne négocie pas avec les terroristes. Nous les tuons et nous allons les exterminer. Nos États, nous on ne va pas permettre à un terroriste d'imposer sa volonté chez nous. Ça n'arrivera pas. On n'acceptera pas ça. C'est pourquoi nous demandons à nos forces de défense et de sécurité de rester alertes et vifs. Ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez pas envahir. Le capitaine l'a dit. Vous devez être vifs, réactifs. Les drones sont là. Nous continuerons ce combat. Et nous allons purger, expulser, chasser, éliminer tous les terroristes de nos États. Nous, on n'a pas besoin de vous. Ceux qui vous blaguent, ceux qui vous envoient, ils ont un pays, ça s'appelle la France. Allez là-bas. Ils ont un pays, ça s'appelle l'Union européenne. Allez là-bas. Allez là-bas. Parce que nous allons vous tuer tous. Il n'y a pas longtemps, vous savez, le Burkina a mis la main. Est-ce que c'est le Burkina ou le Mali, je ne sais pas trop. J'ai arrêté. C'est au Burkina. Un chef terroriste qui se repentait. Un chef terroriste qui a commencé à se repentir. Un chef terroriste qui demandait pardon. Un chef terroriste qui disait aux autres de déposer les armes. On a vu ça. Mais est-ce que vous avez imaginé cela au temps de Marc Christian Kaboré? Vous pouvez imaginer ça au temps d'Ibrahim Baka Keïta? Non. Parce que la France avait la main dedans. Cela vous dit quoi? Que nous sommes sur la bonne voie. On ne dira pas que ce sera demain. On ne dira pas que ce sera après-demain. Mais on vous dit, l'objectif sera atteint. Peu importe le temps. La détermination est là. L'engagement est grand. La volonté est commune. Nous allons les battre. Nous allons les poursuivre. Et nous allons les détruire jusque dans leur dernier retranchement. Ils n'auront pas de répit tant qu'ils quitteront pas nos territoires. Si le Tchad a compris et que le Tchad veut se joindre à nous, si c'est honnête et sincère, il appartiendra à nos autorités de déterminer dans quelles conditions on peut collaborer sur le plan sécuritaire avec le Tchad. Je vous ai dit, la France est en train de perdre et la France a perdu à l'Algérie et la France sait que le Maroc a de bonnes relations avec nous
Prochainement, je vais développer ça à long et en large. Nous n'allons pas nous laisser manipuler par le Maroc. Alors vous allez voir maintenant que Macron a quitté le Maroc il n'y a pas longtemps. Vous allez voir le Maroc tout de suite va chercher à relancer encore sa proposition pour nous permettre de passer par le port du Maroc. Hein? Le Maroc nous propose ses services. Le Maroc dit, elle a ses choses comme je dis, le Maroc, pardon, il a ses camions, il a son port, il peut servir de point d'approvisionnement. Mais ce que moi je dis à nos autorités, je maintiens ma position, la meilleure façon pour nous de nous en sortir, ce sera d'avoir un canal. Un canal qui va permettre aux bateaux, c'est-à-dire à partir du fleuve Niger, le bateau quitte la mer, fleuve Niger, et puis le bateau passe par le canal et rentre au Mali. Au Mali, ce sera plus facile qu'au Niger, au Burkina. Que ce soit les moyens et les petits navires. La seule façon pour nous d'être indépendants, ce n'est pas le Maroc, c'est pas le Togo, c'est pas le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas la Guinée. Mais c'est que nous puissions avoir notre propre port. On a vu, l'Égypte l'a très bien réussi, le canal de Suez en Égypte. Le canal est là, le canal a été tracé. Les bateaux passent. Al-Sisi a agrandi. Avant, les gros bateaux ne pouvaient pas passer par le canal. Mais pendant la transition d'Al-Sisi, avant qu'il soit président, il avait commencé les travaux. Il a agrandi. D'ailleurs, même, ça a été un débat houleux entre l'Égypte et puis quel autre. Il y a un autre pays, là, j'en discutais. L'Égypte dit, je m'en fous. Et l'Égypte a creusé son canal. Maintenant, ce sont les plus gros bateaux du monde peuvent entrer par le canal et aller accoster à l'Égypte. On peut faire la même chose. Il n'y a rien de sorcier. Si on a des compagnies aériennes, on a des compagnies ferroviaires, on aura bientôt des compagnies, comment on appelle, terrestres, ça fait par rapport aux bus, tout ça. Ces bateaux, on ne peut pas faire entrer. Est-ce que les Chinois ont dit ils ne peuvent pas? Les Chinois sont les seuls au monde à surpasser les défis de la nature. Même les Chinois peuvent, même les Américains, ils peuvent pas. Les Européens sont petits. Appelez les Chinois tout de suite, ils vont vous creuser ça tout de suite. Qui a creusé pour l'Égypte? C'est la Chine. Tout ce que le Pakistan, l'Afghanistan et puis l'Arabie Saoudite, tous les pays de toutes les monarchies du Golfe, tous les grands travaux dans le désert, c'est la Chine. Hein? C'est pas les Américains. Ils n'ont pas la technologie. L'Europe n'a pas la technologie. C'est la Chine. Merci, Panama. Merci beaucoup. C'est la Chine. Mais est-ce que nos présidents ne peuvent pas s'asseoir, appeler Xi Jinping? Bon, il faut envoyer des gens, donc on va venir regarder. Il faut qu'on... Et le canal n'est même pas à l'ordre du jour. C'est ce qui m'étonne. Comment vous croyez qu'on peut être souverain? Le canal n'est même pas à l'ordre du jour. Je n'ai même pas entendu parler, même parler. Comment vous pensez qu'on peut être indépendant? On peut être souverain comment? C'est-à-dire, on est toujours soumis à la volonté des gens et puis on parle d'indépendance. Monsieur le président de l'AES, à cause de Dieu, commencez à réfléchir à avoir un canal. C'est la seule voie, le seul moyen d'indépendance. C'est pas le Togo. Aujourd'hui, c'est fort. Et si demain, présent vient, c'est pas fort, vous allez faire comment? Aujourd'hui, c'est le roi. Et si c'est son fils, ce Moulay, là, qui devient roi, et puis il décide autre chose, là, vous allez faire comment? Doumbia vous a montré son vrai visage. Moi, je pense qu'à partir de Doumbia, déjà, les pays de l'AES doivent se dire, on peut plus faire confiance à quelqu'un. Ayons nous-mêmes notre propre port. Doumbia a montré la trahison par excellence. Le colonel Mamadou Doumbia, moi, je l'appelle pas général parce qu'il ne mérite pas d'être général. L'idiot président des Guinéens, là, Mamadou Doumbia, bête, là, il nous a montré couleur. Nos bateaux arrivent là-bas, on paie 3 fois plus. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Ça, Assimi, il a dit devant tout. Mais comment Assimi même peut dire ça? Et puis, c'est-à-dire, avoir un canal n'est pas une priorité pour l'AES. Moi, c'est ça qui me tombe, ça me surprend, quoi. La Guinée nous a montré. Si la Guinée nous a montré le chemin, est-ce que nous, on doit s'amuser avec ça? Pas du tout. Pas du tout. Donc, moi, je demande à nos autorités, vraiment, on n'a qu'à bien regarder, hein. Donc, il y a un sérieux problème qui est là. Parce que tant qu'on n'aura pas notre canal, tant qu'on n'aura pas accès à la mer, on sera toujours soumis. On sera toujours soumis. Merci beaucoup, Mzi.
tant qu'on n'aura pas notre port à nous, on n'aura aucune indépendance. Arrêtons de nous blaguer. Les gens nous ont démontré, la CEDEAO nous a démontré par A plus B que la CEDEAO nous a démontré ça, par A plus B. Ou bien, moi je mens. Parce que si la CEDEAO avait été honnête, je répète, si la CEDEAO avait été honnête, respectueuse des tests, la CEDEAO jamais n'allait nous imposer un embargo. Alors vous croyez que réellement la CEDEAO a tiré les leçons et qu'on ne peut pas être encore victime d'embargo? On ne sera pas victime d'embargo, mais on va nous faire payer ça autrement. Voilà la Guinée. Voilà la Guinée qui a multiplié les prix. Il dit multiplié, qui a triplé les prix. Assimi l'a dit. Qui peut imaginer que la Guinée peut nous faire ça? Alors d'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de week-end. Que Dieu veille sur chacun de vous et chacun de nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.